Une valise au nom d'Honoré de Balzac a été retrouvée dans le hall. Honoré de Balzac, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir, dans la valise de Balzac, il y a un morceau de cuir, une pièce d'or, une lettre d'amour, un paquet de café, un microscope. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise de Balzac, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Le morceau de cuir. Ah, c'est la peau de chagrin. Ce talisman magique qui réalise les rêves de celui qui le possède. Et justement, quand il était jeune, Balzac avait un rêve, devenir écrivain. Né en 1799, ses parents s'occupent peu de lui. Pensionnaire dans un collège, il y passe 6 années sans jamais rentrer à la maison, même pas pour les vacances. Malheureux, il se plonge dans les livres et se passionne pour la littérature et la philosophie. Après des études de droit, il décide de se consacrer à l'écriture. Il s'essaie d'abord au théâtre sans succès, puis finit par trouver sa voie, le roman. Ayant besoin d'argent, il écrit sur commande, et souvent sous pseudonyme car il n'assume pas trop. Il commence à faire parler de lui avec 2 livres, Les Chouans et Physiologie du mariage. Mais c'est en 1831 que la magie opère, quand il publie La peau de chagrin, une œuvre fantastique inspirée de contes orientaux. Le roman connaît un énorme succès et il est souvent considéré comme le premier grand roman de Balzac. Sa carrière est lancée, son rêve se réalise. Quand il écrit ce roman, Balzac est plein de désirs de gloire et d'espoirs inassouvis, tout comme son personnage principal. Comme ce dernier également, Balzac est jeune, vit dans Paris, rêve de vivre de sa plume, connaît les difficultés financières, l'ambition, les échecs, et il souffre du mal du siècle qui frappe la jeunesse de 1830. À l'image de ce qui arrive à Raphaël dans La peau de chagrin, la santé de Balzac déclinera aussi à mesure qu'il construira son œuvre et réalisera son rêve. Un peu comme si, et nous allons le voir, le roman La peau de chagrin avait été pour lui une peau de chagrin. Ensuite, la pièce d'or. Oui, parce que l'argent, c'est important chez Balzac, dans sa vie comme dans son œuvre. Si Balzac était un excellent écrivain, il était un homme d'affaires, mais alors, désastreux. Il s'est lancé dans plusieurs entreprises, d'édition, de typographie, d'imprimerie, dans la presse, et il fit faillite à chaque fois. Il envisagea même d'ouvrir une épicerie ou encore de se lancer dans le commerce d'ananas. C'est dire s'il avait de l'espoir. Toute sa vie, il croula sous les dettes. Il faut dire qu'en plus de manquer d'argent et de sens des affaires, il avait des goûts de luxe et dépensait plus qu'il ne gagnait. Comme Balzac, beaucoup de ses personnages les plus emblématiques courent après la richesse. Dans La peau de chagrin, un des premiers vœux de Raphaël est d'ailleurs d'être riche. Au XIXe siècle, l'argent devient un enjeu majeur en littérature, notamment dans le réalisme. Les écrivains veulent montrer son pouvoir sur le monde et comment la nouvelle société capitaliste qui se met en place est dominée par l'argent. Le système des crédits, les banques, la spéculation, la question financière se développe chez Balzac et la plupart de ses œuvres, comme Le Père Goriot ou Illusion perdue, soulignent cette importance capitale. Chez Balzac, on court après l'argent et ce dernier détruit tout. Les valeurs morales, les croyances, les amitiés. La dette est un monstre qui dévore ses proies. Balzac voulait montrer le danger de cette soif de richesse qui détruit tout et qui gangrène même le plus noble des sentiments. La lettre d'amour. Et oui, c'est essentiel en littérature, l'amour. Et justement, l'amour est partout chez Balzac. Pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Les auteurs réalistes du XIXe siècle ont en général une vision pessimiste de l'amour et le mariage est souvent représenté comme un enfer, une prison, comme dans Madame Bovary de Flaubert. Balzac, lui aussi, était très critique envers le mariage. Il présente d'ailleurs souvent des relations malheureuses, uniquement motivées par l'argent ou le pouvoir, et dans lesquelles les amants ne s'épanouissent pas. Dans La peau de chagrin, Balzac donne plusieurs représentations de l'amour à travers 4 personnages. Aquilina et Euphrasie, les 2 courtisanes, symbolisant l'amour physique et payant, la comtesse Fédora, représentant l'amour sensuel, désiré mais superficiel, et Pauline, qui est la représentante d'un amour pur, idéalisé.
Même si ce roman a une dimension romantique et fantastique, Balzac fait déjà une peinture réaliste de l'amour. Les grands sentiments se cognent à la réalité et s'y brisent. Raphaël repousse Pauline car elle n'a pas d'argent. Fédora le repousse car il est pauvre. Aquilina et Euphrasie vivent dans un système où l'amour est payant. Mais la relation entre Raphaël et Pauline, même si elle est tragique, montre qu'un amour puissant reste possible. Balzac croyait en l'amour et lui-même avait un certain succès auprès des femmes. Beaucoup d'admiratrices lui écrivaient, notamment celle qui sera la femme de sa vie, la comtesse Anska. Après des échanges de lettres, ils se rencontrèrent et finirent par se marier un peu avant la mort de l'auteur. Une mort tragique et prématurée. Un paquet de café. Le café, c'est le symbole de l'énergie. Et justement, l'énergie est au cœur de l'œuvre balzacienne. Il faut savoir que Balzac avait un rythme de vie harassant. Il pouvait parfois travailler jusqu'à 18 heures par jour. Alors pour tenir le coup, il avait une consommation excessive de café. On raconte qu'il pouvait boire jusqu'à 50 tasses par jour. Les écrits de Balzac lui demandaient énormément de travail car il tentait de construire une œuvre immense et cohérente qu'il baptisa la Comédie humaine, un ensemble de plus de 90 livres. Puisqu'il voulait étudier la société, Balzac décida carrément d'en créer une. La Comédie humaine compte ainsi plus de 2000 personnages de tous horizons, du criminel Vautrin au riche baron de Nucingen. Il en fallait de l'énergie pour créer une œuvre si monumentale. Et en parlant d'énergie, ces personnages n'en manquent pas non plus. Toujours en mouvement, ils dépensent toute leur force à essayer d'assouvir leurs désirs. Être riche, être aimé, être célèbre. Le désir et l'énergie qui semblent les mettre en mouvement et donner tout son rythme à la comédie humaine. Pour donner l'illusion d'un monde en mouvement, Balzac a une idée brillante, celle du retour des personnages. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent des personnages dans plusieurs romans, un peu comme dans les films Marvel où l'on peut croiser Hulk dans Thor ou Iron Man dans Spider-Man. Ça donne l'illusion d'un univers partagé, immense et cohérent. En plus de les croiser, on peut aussi voir les personnages évoluer d'une œuvre à l'autre. C'est par exemple le cas du plus célèbre, Eugène de Rastignac, déjà présent dans La peau de chagrin et qui apparaît dans Le Père Goriot, mais aussi dans Illusion perdue. Au début de La peau de chagrin, Raphaël se sent vide, épuisé. Il semble ne plus avoir aucune force vitale. La peau va lui en redonner, mais ce sera une énergie noire qui, comme les mauvaises passions, va l'épuiser et finir par le tuer. L'énergie est puissante chez Balzac, mais elle est aussi vorace. Balzac lui-même, si énergique et travailleur, mourut épuisé en 1850, comme s'il avait été l'un de ses propres personnages. Trop de travail, trop de café, son corps affaibli ne pouvait plus lutter. Victor Hugo alla lui rendre visite et décrivit le terrible état dans lequel se trouvait Balzac mourant. On raconte d'ailleurs que sur son lit de mort, Balzac appela Bianchon, le médecin de la comédie humaine, déjà présent dans La peau de chagrin, finissant de brouiller la frontière entre sa réalité et sa fiction. Et enfin, le microscope. Ah, cet objet-là représente la dimension scientifique de ses romans. Balzac est considéré comme l'un des pères du réalisme en France. Il disait vouloir faire l'histoire naturelle de la société. Cette expression, histoire naturelle, montre qu'il y a quelque chose de scientifique dans sa démarche d'écrivain. Balzac était un grand observateur. Il aimait se promener, regarder les gens, s'inspirer de tout ce qu'il voyait. Mais il ne comptait pas que sur sa seule imagination. Il était également grand lecteur de travaux scientifiques et il s'est beaucoup intéressé aux théories de son époque, par exemple la physiognomonie, qui soutenait que l'apparence physique des individus permettait de connaître leur caractère. Bien sûr, cette théorie est fausse, mais elle a beaucoup inspiré Balzac. Dans sa préface à la Comédie humaine, il expliquait déjà vouloir identifier les espèces sociales de son époque, tout comme Buffon, un célèbre scientifique, avait identifié les espèces d'animaux. Ces longues descriptions, ces longs portraits, que vous adorez sûrement, sont autant de manières de développer un univers riche et complexe afin de pouvoir mettre en scène les personnages et les regarder évoluer, comme un scientifique le ferait en observant toute une fourmilière. D'une certaine manière, Balzac se voyait aussi comme un historien ou un archéologue du genre humain, et l'œuvre qu'il a laissée est un témoignage précieux de l'état de la société française au XIXe siècle.
L'œuvre de Balzac est immense, ambitieuse et complexe. C'est tout un monde dans lequel il peut parfois être difficile de se repérer. Alors, retenez bien ces 5 objets. La peau de chagrin pour le désir, la pièce d'or pour l'argent, la lettre pour l'amour, le café pour l'énergie et le microscope pour la science. Si vous retenez ces 5 objets, vous aurez une bonne idée de ce qui fait la force créatrice d'Honoré de Balzac. Mais allez, refermons sa valise, on ne sait jamais, il pourrait vouloir la récupérer. Dans la valise de Balzac, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.